combat. C'est un combat aussi au quotidien. En Tunisie, la situation se présente de manière plus intéressante. Donc les Tunisiens, aujourd'hui, ont donné une leçon au monde musulman. Ils ont donné une leçon dans la mesure où, après d'âpres discussions qui ont duré plus de 2 ans, ils sont arrivés à faire une constituante. C'est une première dans le monde musulman. Et donc, même si la constituante de la Tunisie ignore la population autochtone de Tunisie, qui sont les Berbères. Donc, il n'y a aucune référence aux Berbères dans cette nouvelle constituante. Mais les médias, aujourd'hui, en Tunisie, sont libres. Il y a bien sûr des problèmes qui se posent dans tous les pays du monde. Vous connaissez donc la proximité des médias avec les lobbies financiers. Vous connaissez la proximité des médias avec les tendances politiques. Ça existe dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, le Figaro ne peut jamais critiquer la droite. Vous connaissez tout ça. Il faut voir cela aussi. Et il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'en Afrique que cela se passe. Dans tous les pays du monde, ce fonctionnement existe. Au Maroc, la liberté de la presse a beaucoup évolué. Sous le règne du roi Hassan II, c'était le blackout total, c'est la dictature. Et puis Hassan II est mort, arrive Mohamed VI qui libère le champ médiatique. Mais pour des considérations internes et externes, il l'a malheureusement fermé. Mais il y a encore une relative liberté d'expression au Maroc. J'arrive à l'Algérie dont je viens. Alors l'Algérie a fonctionné de 1962, depuis son indépendance, jusqu'à 1988, sous le régime militaire du parti unique. Et donc en octobre 1988, les Algériens se sont révoltés contre le système militaire du parti unique, qui est le FLN. L'armée algérienne tire sur la population algérienne et tue officiellement, c'est le chiffre que reconnaissent les autorités, plus de 600 personnes. Après cela, le système dit on fait une ouverture, on ouvre. Et c'est comme ça que naissent plusieurs publications complètement libres. Elles vont fonctionner pendant 2 ans de manière totalement libre. J'ai été journaliste à Alger à ce moment-là, j'ai vécu ça de près. Mais le régime a vu, comme en Égypte, que la démocratie ne l'arrangeait pas. Et c'est les militaires qui dirigent l'Algérie, ils la dirigent toujours jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a une marionnette qui s'appelle Bouteflika, qui va se représenter un 4e mandat, même s'il ne peut pas se mettre debout, même s'il ne peut pas parler. Ça aussi, c'est une autre histoire. Et donc, voyons venir le danger des intérêts bassement matériels donc de la classe dirigeante. Le pouvoir en place invente une menace islamiste, même si les islamistes existent, mais le pouvoir en place amplifie le poids des islamistes. Il organise une élection des législatives, premier tour, à ce que les islamistes apparaissent comme la force importante, la plus importante force du pays, ce qui n'était pas vrai. Dans une élection à la proportionnelle, le parti islamiste qui s'appelait le FIS à ce moment-là aurait eu 24,7% des suffrages. Donc il n'était pas majoritaire. Donc les militaires appellent leurs supplétifs, les partis politiques dits d'opposition qui ont fait travailler pour eux, pour arrêter ce processus électoral et donc pour arrêter ce processus démocratique. Et le processus est arrêté. Tout de suite, la presse n'est pas opprimée tout de suite. Elle le sera progressivement. Les journalistes, paix à la mémoire des 70 journalistes qui ont été tués durant donc, ces 10 ans de violences multiples, vont se battre. J'y étais aussi. Nous avons essayé de raconter les choses véritablement comment elles étaient, mais ce n'était pas toujours facile à faire. Et donc arrive Bouteflika, ramené par les services secrets. La liberté de la presse va être réduite de jour en jour. Bouteflika va se permettre, donc grâce à l'armée, le luxe
de changer la constitution comme au Cameroun, comme Monsieur Biya. Donc la constitution qui ne tolérait que 2 mandats va être donc changée pour qu'elle tolère les mandats comme on veut. Et donc aujourd'hui, à l'approche de la mascarade électorale du 17 avril prochain, il n'y aura pas d'élection en réalité. Hein. Donc même s'il y a 6 candidats, même si aujourd'hui on peut dire les choses dans quelques médias. On a même des télévisions privées qui émettent à partir du Moyen-Orient par satellite qui disent des choses. Vous n'aurez jamais cet agrément. Vous comprenez? Ce que je voulais dire aussi sur cette histoire de liberté de la presse au pluriel. Hein. L'Algérie est un pays très riche. Hein. C'est aujourd'hui le pays qui a le plus de surface, puisque le Soudan maintenant en fait 2. L'Algérie est la convoitise internationale. Donc, quand notre doyen vous disiez hein, que la presse française ne racontait pas les choses véridiques en Afrique, vous avez entièrement raison, bien sûr. Mais ce n'est pas leurs intérêts de les raconter. La presse française, dans sa totalité, en tout cas à mon avis, je n'ai jamais lu un article qui va au fond du problème algérien dans la presse française. Je vous remercie. Très bien. Merci, monsieur Zuma, merci. Jérém, pardon, vous m'avez pris de court hein, parce que vous avez arrêté d'un coup. C'est vrai qu'on sent à travers vos propos une certaine révolte aussi. Vous n'avez pas parlé de vos ouvrages. Dites-moi un mot quand même, parlez-nous un peu de vos ouvrages. Oui, je suis aussi écrivain. J'ai oublié d'en parler. Donc, j'ai écrit 10 livres. Le dernier livre, c'est un roman publié aux éditions Michelin qui s'appelle « L'homme qui n'avait rien compris ». Tout ce que je disais tout à l'heure est sous forme romancée dans ce roman. Merci. Voilà ce que je voulais entendre. Voilà on va passer... Monsieur Bouba, venez à côté de moi. C'est un jeune pigiste. Il va nous parler un peu vous savez, des souffrances et des déboires des pigistes dans ce métier des journalistes. Ben, on est payé un coup de lance-pierre. Aujourd'hui, on a le boulot. Demain, on n'a pas grand-chose. Et voilà, on végète. Alors, il va nous expliquer à peu près ce qu'il vit comme situation et ce que aussi les journalistes africains vivent ici comme situation, parce qu'ils sont aussi marginalisés dans leur métier. Ils ont du talent, ils ont tout ce qu'il faut, mais pour trouver vraiment un poste stable, c'est pratiquement impossible. C'est pour cela que vous voyez sur les nets, il y a pas mal de médias qui pullulent. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est très difficile d'aller travailler ce qu'on appelle dans la presse institutionnelle. Et là, il faut toujours être ou coopté, ou être ami de tel, ou bien sûr venir de telle famille. Et voilà, donc, lui il va nous parler de ce que tu as connu. Et il est du Congo-Brazzaville, vivant en France, très très longtemps d'ailleurs. Ben, vous allez nous expliquer un peu vos déboires et qu'est-ce qu'on doit faire, des pistes et solutions pour vraiment trouver une issue favorable par rapport à ce métier qui est noble, mais très difficile, et ingrat aussi à la fin. Voilà, c'est à vous la parole. En tout cas, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, chers journalistes. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer, saluer les familles qui ont perdu leurs membres à travers ce métier, parce que ce métier n'est pas facile. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, soit social ou gouvernemental. On se fait même tuer. Dernièrement, la semaine dernière, c'est une pigiste, Corinne, je ne dirai pas son nom, qui a été trouvée en Côte d'Azur démembrée. On ne sait pas pourquoi. Donc, on suppose, on se dit que le journaliste aujourd'hui est confronté à des informations très sensibles. Et les gouvernants ne peuvent pas tout diffuser aussi facilement. Donc je vois parmi l'Assemblée, je remercie aussi Monsieur Roger Bongos et Freddy Moulongo qui ont permis ce forum de se réaliser, qu'on puisse tous se rencontrer.
Il n'est pas facile en tant que pigiste d'aller recueillir des informations. Nous avons vu tout à l'heure notre consoeur qui a été rouée de coups en Afrique pour une information. Le travail des journalistes, c'est de recueillir et de donner à nos concitoyens des informations qui les permettent de comprendre l'histoire de notre existence. Elle ne peut pas être obstruée ni façonnée. Nous avons des journalistes qui aiment employer des conjectures, qui ne vont pas au fond des choses, et nous avons d'autres journalistes qui se battent pour des réelles causes, pour libérer un pays, libérer un confrère qui est emprisonné. Et de l'autre côté aussi, nous avons des fanatiques. Nous avons aussi des mots qui blessent, des mots qui tuent en tant que journaliste, des mots qui peuvent briser la dignité. Et nous avons aussi tendance à avoir la soif de l'information, qui nous fait prendre des risques. Et ces risques-là peuvent nous coûter la vie. Donc je dirais vraiment à vous, les pères du journalisme, les mères du journalisme, si je peux me permettre, de faire... C'est sûr qu'il faut aller à fond, mais ceux qui sont en face de nous ont des forces militaires. Ils ont des fanatiques. Souvent, ils n'ont pas besoin de leur demander